7h20, le rendez-vous, vous le connaissez par cœur. Victor Zamy était son invité ce matin. Victor, bonjour. Bonjour Kylian, bonjour. Vous recevez l'avocat Patrice Lingibé et vous parlez tous les deux de constitution et de réforme. Et oui, la constitution française est-elle encore réformable ou bien faut-il définitivement passer à la suivante? Rappelons-le d'abord, la constitution concerne l'ensemble des règles juridiques qui définissent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Dit autrement, c'est en quelque sorte le mode d'emploi du pays. C'est la constitution qui fixe la règle du jeu électoral, qui garantit certains droits et qui sert de base à toutes les lois qui sont votées chaque année. Sauf que problème, et tout le monde le constate, la 5e République semble aujourd'hui à bout de souffle, pas de majorité à l'Assemblée nationale, fragmentation des partis et surtout sentiment généralisé de défiance envers les institutions françaises, sans parler des remises en cause qui viennent de Guyane, de Corse, de Nouvelle-Calédonie. Cela fait beaucoup de critiques pour un texte vieux de bientôt 70 ans, né dans une France qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pour en parler, Patrick Lingibé est notre invité ce matin. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Patrick Lingibé. Vous êtes avocat spécialiste notamment en droit public. Vous écrivez régulièrement à propos de la justice en Outre-mer et des questions institutionnelles. Première question, Patrick Lingibé, et c'est ce que je disais en introduction. Est-ce qu'il est temps de changer de constitution ou bien vous croyez encore à la possibilité de juste la réformer en quelque sorte? Alors, d'abord, une constitution, elle vit, c'est comme un texte de loi. Vous savez, on oublie que la règle de droit vient, en l'occurrence, dans un temps donné. Alors, il y a des principes qui sont transcendants, quand on parle d'état de droit, mais un texte a toujours effectivement une portée qui doit être resituée dans son contexte. La Constitution 58 a été créée par le général de Gaulle, essentiellement. Vous avez des dispositions qui sont directement inspirées de sa conception, qui, en 58, prenait une France qui était toujours impériale. Elle avait un empire, oui. Même si elle sortait, effectivement. Et d'ailleurs, c'est un problème, d'ailleurs, extérieur à la France hexagonale qui a se poser, c'est la guerre d'Algérie. Oui. C'est pour ça que de Gaulle arrive au pouvoir. Alors, pour répondre à votre question, concrètement, sans perdre de temps, si c'est possible de la réformer. Alors, est-ce qu'il faudra une nouvelle constitution? Non, dans ses fondements, je ne pense pas. La constitution de 58 répond, d'ailleurs, c'est la constitution qui a duré le plus longtemps, d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle est solide. Par contre, je pense que les mécanismes aujourd'hui doivent être aérés. Dépoussiéré, vous disiez tout à l'heure, juste avant qu'on entre au studio. Ouais. Ça. Alors, par exemple, un exemple concret, on va rester sur le terrain de ce qu'on appelle la décentralisation. Enfin, je dirais même la régionalisation, ce que j'appelle encore plus le droit différencié. On s'est rendu compte que la fameuse règle d'égalité pour tous, partout, ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que les réalités territoriales sont différentes. Elles le sont plus en 2025 qu'elles l'étaient en 1958, où effectivement la France était moins développée, où l'expression elle-même était moins développée. Aujourd'hui, vous ne cadenassez pas, sauf si vous êtes dans des régimes effectivement totalitaires, vous ne cadenassez pas la pensée, la discussion. Et on se rend compte quoi? Que sociologiquement, les personnes aspirent en fait à ce qu'on réponde à leur réalité géographique et territoriale. C'est encore plus vrai en Outre-mer. Donc moi je crois, par exemple, une des réformes majeures va consister effectivement pour la France de demain à basculer dans une conception d'État régionaliste. Je m'explique. Je pense que lorsque je vois les dégâts que produit par exemple aux États-Unis, parce que jamais personne, aucun juriste n'aurait pensé que les États-Unis auraient mis l'état de droit à bas comme ça. Donc là, vous faites référence à l'élection de Donald Trump. Oui. Et puis tous ceux on voit très bien qu'il y a un combat permanent avec la justice. Oui. Bon, démocratiser et instruire plus effectivement, instituer plus de démocratie avec une reconnaissance sur le plan constitutionnel de grandes unités régionales sur les régions où on pourrait leur donner d'autres, ce qui est valable pour l'outre-mer aussi, mais dans l'Hexagone, constitutionnalisé comme l'a fait par exemple l'Espagne. L'Espagne a effectivement, ces régions sont dans la Constitution. Oui. Il y a un titre qui détaille effectivement pour les régions.
je pense qu'effectivement l'heure est venue aujourd'hui. Ça va pas mettre à bas effectivement la République. Au contraire, je pense que ça va la renforcer. La question, c'est que est-ce qu'effectivement l'unité peut exister en méconnaissance des identités? Je ne le pense pas. Patrick Lingibé, vous avez bien fait en commençant votre intervention de reparler finalement du contexte de 1958 quand la Constitution a été écrite à l'époque par le général de Gaulle et Michel Debré. C'est une constitution qui est quand même née dans une crise coloniale. On était en pleine guerre d'Algérie, une crise politique aussi également, avec une instabilité gouvernementale qui était quand même assez hallucinante. Évidemment, la situation de 58 n'est pas celle de 2025, mais enfin, on se rend compte quand même qu'il y a des points communs entre l'instabilité actuelle et celle que l'on pouvait constater il y a bientôt 70 ans. Oui, sauf que en 58, lorsque de Gaulle arrive au pouvoir, c'est la constitution de la 4e République de 1946 qui s'applique. C'est un parlementarisme, le président de la République de l'époque d'ailleurs, dans ce régime, c'était René Coty. À quelque chose près, on a eu Gaston Monnerville et je pense les choses auraient été différentes. Le système politique met en place effectivement une sorte de représentation à l'Assemblée nationale du type proportionnel. Ce qui fait que la majorité, il n'y a pas d'assemblée dominante, de majorité parlementaire. Donc le gouvernement, le dernier gouvernement d'ailleurs féminin qui tombe avant que De Gaulle arrive, effectivement tombe à 100 jours. On parle aujourd'hui effectivement d'une consommation de Premier ministre, mais enfin bon là il y a une consommation invraisemblable sur la 4e République de ce qu'on appelait le président du Conseil. C'était son nom à l'époque. Aujourd'hui, la situation est due à quoi? La première, il faut quand même se rappeler, parce que on a tendance à dire que c'est la faute de la Constitution. Pour moi, c'est pas la faute de la Constitution de 58, ce qui se passe. C'est d'abord l'usage qu'on fait des institutions, des instruments. Vous savez, c'est comme un couteau sert à trancher effectivement une viande correctement et il peut blesser. Pareil, les outils constitutionnels, ils ne sont pas là non plus. Quand vous jouez avec eux, il faut savoir effectivement jouer de manière intelligente. Elle remonte à beaucoup plus longtemps. 2017, vous avez effectivement un nouveau président qui est élu, mais n'oubliez pas une chose. Il est élu sur l'idée qu'il faut dépasser les clivages politiques. Ça veut dire qu'on fait sauter gauche-droite. Qui pour moi c'est une erreur. Parce que bon, effectivement, quand vous avez effectivement deux bipolarités, ça permet effectivement de se situer. Parce que quand vous vous situez pas, vous perdez vos sens. Et après, effectivement, c'est la rébellion. Et vous l'avez dans la rue. 2022. Il n'y a pas de campagne électorale. Faut bien se rappeler, nous sommes dans un contexte effectivement anxiogène, avec une guerre. Le président sortant ne fait pas véritablement campagne, pour des raisons alors qui lui appartiennent. Il y a effectivement un contexte qui l'appelle à d'autres. Sauf que le problème, quand vous n'avez pas de débat, parce que vos adversaires peuvent débattre. En fait, c'est vous qui êtes le président sortant. Et le fait, pour moi, qu'il n'y a pas eu de campagne, c'est retrouvé au niveau de l'Assemblée nationale, où effectivement il y a une majorité présidentielle qui a été élue mais très basse, vraiment a été relative par rapport à la précédente, et l'erreur, s'il l'a reconnu, ça a été la dissolution, en l'occurrence après les élections européennes. Oui. Lorsque l'article 12 a été écrit en 1958, c'est dans une vision bien précise, c'est de mettre fin à une crise politique interne, pas externe. Ça veut dire que c'est pas sur le résultat d'une élection, vous faites une dissolution. C'était une élection européenne qui n'avait rien à voir avec le débat, même si effectivement il y a eu dans la campagne électorale des points effectivement nationaux. Je pense que ça vient de là. Enfin bon, je veux dire par là que c'est pas la Constitution de 58 qui a fait que effectivement l'Assemblée nationale est ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, donc en fait ce que vous nous dites c'est que c'est une crise politique mais c'est pas une crise de régime. La Constitution pourrait tout à fait répondre non seulement à ce qui se passe en ce moment au niveau national mais aussi à toutes les aspirations. La preuve en est, vous avez deux cohabitations en 1958. La Constitution a résisté, il y a eu un président qui a présidé et un gouvernement qui gouverne. Oui, mais à l'époque, il y avait un parti qui était arrivé majoritaire dans les urnes. D'ailleurs, je rappelle une chose qu'on oublie. Le président fixe un cap, mais celui qui mène la politique de
de la nation, c'est le Premier ministre. Ouais. Alors, pour revenir à la situation aujourd'hui, d'émiettement, parce qu'il y a un émiettement, oui. Il est dû à quoi? À autre chose pour moi. Alors, c'est là que, oui, vraisemblablement, mais c'est pas tellement la Constitution, c'est le régime électoral. C'est qu'elle montre quoi? Une fragmentation, effectivement, dans l'opinion publique, sociétale. Vous avez aujourd'hui, en fait, une sorte de communautarisation, effectivement, de la société française que vous n'aviez pas en 58 ou il y a 10 ans. Elle est due à quoi? Eh ben, je pense qu'il y a une perte de repères. Les gens se recroquevillent entre eux. Et puis vous avez effectivement à ce moment des fractures, en l'occurrence, au sein de l'opinion publique qui se reconnaissent pas dans. Vous savez que le premier parti, effectivement, c'est un parti extrémiste, l'Assemblée nationale. Enfin, c'est même l'abstention, le premier parti de France. Oui, mais aux dernières élections, ils ont participé aux dernières élections législatives. Ils sont mobilisés, deuxième tour. Donc, et puis, je pense qu'il y a une déconnexion aussi du pouvoir par rapport à ceux qui, effectivement, ont réalité sociétale. Patrick Lingibé, allez-y, pardon. Oui, rapidement. Parce que, en fait, ce qu'on s'est pas rendu compte, c'est que, aujourd'hui, le temps de la société s'est accéléré. Le pouvoir politique n'a plus les moyens, les capacités de répondre à l'immédiateté. Elle le fait par des lois de circonstances. Le problème, elles sont pas réfléchies. Il n'y a pas de projection à long terme. Il n'y a pas de projection. Oui. Patrick Lingibé, sur les Outre-mer, quand on regarde la Guyane, la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, on voit bien quand même qu'il y a un manque de flexibilité, on va dire, de la Constitution actuelle pour permettre à tous ces territoires de changer de statut, puisque le processus pour y arriver, il n'est pas impossible, mais il est quand même particulièrement long et particulièrement compliqué. On parle beaucoup de repenser l'équilibre, les relations entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Est-ce que vous croyez vraiment que tout ça c'est possible et pas que théoriquement dans le cadre de la Constitution actuelle? Alors moi je suis certain d'une chose, c'est que dans les 10 ans à venir, les relations entre l'Hexagone et l'Outre-mer vont être repensées. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que vous avez des remontées, pas que d'ailleurs pas que dans les Outre-mer. Vous avez des remontées de ce que j'appelle les identités. Parce que les Outre-mer vivent dans des bassins de vie qui sont radicalement différents de l'Hexagone, et de plus le temps s'étend, plus on avance effectivement en 2025, on se rend compte que finalement il y a une tension entre finalement le schéma hexagonal et les réalités des bassins géographiques des Outre-mer. Par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, je pense très sincèrement que nous allons aboutir d'une manière ou d'une autre, que nous voulions ou non, à une notion d'État associé. Et je pense d'État associé, c'est-à-dire que ça sera un État qui aura une relative indépendance entre guillemets, mais les fonctions régaliennes seront toujours effectivement tenues par l'État français. Bon, à peu près la même chose que pour le projet qui concerne la Guyane finalement. Alors Guyane, c'est différent. C'est parce que la Guyane ne parle pas d'indépendance d'État associé. Elle parle effectivement le projet guyanais, d'une constitutionnalisation effectivement de ce que je vous appelle la régionalisation, d'une constitutionnalisation telle qu'il existe en Espagne, de l'autonomie en l'occurrence. Alors pourquoi constitutionnaliser l'autonomie? Parce qu'elle garantit à ce moment-là que justement la loi organique va opérer vraiment des transferts évidents, sachant que les fonctions régaliennes restent toujours à l'État. Patrick Lingibé, l'idée aussi de vous avoir ce matin, c'était finalement de se poser la question, est-ce que la crise politique, la crise de régime, ça dépend des points de vue que la France traverse actuellement, pourrait pas être une opportunité justement pour les Outre-mer? On voit bien les difficultés pour faire évoluer cette Constitution et l'adapter aux demandes de chaque territoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter finalement de ce qui se passe au niveau national pour dire bon bah voilà, on essaye de repartir sur quelque chose de différent finalement. Écoutez, et ne pas faire du cas par cas. Je vais vous dire, oui. Alors, deux réponses. La première, c'est que moi j'ai lancé des idées dans mes articles de réforme. En l'occurrence, je pense que justement, soit effectivement on regarde, on dit bon ben on peut rien faire. Donc moi c'est pas ma philosophie. Moi, il faut rebondir toujours sur des échecs. Il faut toujours rebondir sur des situations qui paraissent anormales, certes, mais enfin pourquoi elles sont anormales? Parce qu'effectivement, la société a changé. Il faut répondre à la société. Donc il faut dépoussiérer. Il faut remettre en cause parfois des
des choses qu'on considérait comme vérité absolue, oui, absolument. Donc c'est l'occasion ou jamais. Alors, je pense qu'on ne le fera pas sous cette mandature, parce que bon, c'est compliqué. Par contre, il faut nourrir des projets de manière à ce que les futurs présidentielles vont débloquer, hein, en l'occurrence. Donc ça sera l'occasion de nourrir le débat présidentiel. Alors première réponse, oui, il faut rebondir là-dessus, changer des modes effectivement de fonctionnement qui, pour moi, effectivement, ne sont plus compatibles avec la vitalité de notre instance démocratique. Et puis pour vous parler de l'outre-mer, mais pas que seulement de l'outre-mer, je pense qu'effectivement, il faut donc aller vers une constitutionnalisation, comme je vous le disais, pour moi, des unités effectivement provinciales ou régionales. Dernière question, Patrick Lingibé. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué de changer de constitution? Une constitution, c'est pas un texte sacré, c'est un texte historiquement, on l'a dit tout à l'heure, qui a été écrite par deux hommes, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a une forme de sacralisation de la constitution, comme si c'était un texte à ne surtout pas toucher, dans la tête de beaucoup de politiques français. Est-ce qu'il faudrait pas juste se dire, bon ben voilà, elle est plus en mesure de répondre aux besoins de la société actuelle, autant l'amender et passer à quelque chose de nouveau? Non, parce que la Constitution, effectivement, est la loi fondamentale qui fixe vraiment le cap d'un État, d'un pays. Oui. Et la Constitution de 58, effectivement, repose sur une sorte d'unité de nation. L'unité de nation, c'est quoi? C'est effectivement, vous avez une pensée qui transcende toutes les communautés. Le problème, c'est que l'idée de nation n'existe plus maintenant, quoi. Il faut la recomposer. Donc, par exemple, je prends un exemple dans la Constitution où je vous parle de peuple, le peuple français. Le peuple français, est-ce que le peuple français défini en 1958 est équivalent au peuple français en 2025? Bon, la réponse moi, non. je suis par exemple, non, moi, la réponse est négative. Je suis, moi, pour une réforme, effectivement, de la notion du peuple français, qui est un peuple composite. Comment voulez-vous, effectivement, les ultramarins se reconnaissent la notion de peuple français, alors que dans d'autres textes, dans la Constitution, on parle de l'outre-mer? Donc, ça veut dire que nous sommes différents. Donc, pour moi, je pense on peut avoir une unité dans la diversité. Patrick Lingibé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je renvoie nos auditeurs, pour celles et ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin, aux textes nombreux que vous écrivez en ligne, notamment sur votre blog. Merci encore, à très bientôt. Merci.